Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les principaux titres de ce 22h. 5 tests ont été adoptés au Parlement aujourd'hui lors de la plénière qui a été présidée par le président de l'Assemblée nationale. Djibouti fait résonner sa culture au cœur du monde, notamment à l'UNESCO, avec la reconnaissance du patrimoine immatériel et mariage traditionnel. Coup porté au patrimoine de Gaza avec la destruction du palais Al-Bacha, c'est ce que nous verrons en fin de journal. C'était les titres, place au développement de ce journal et conformément aux dispositions de l'article 52 de la Constitution, s'est tenu aujourd'hui 10 décembre 2025 à l'Assemblée nationale la troisième séance publique de la deuxième session ordinaire de la 9e législature en présence qui a été présidée par le président de l'Assemblée nationale d'Il-État, Mohamed Dilleta, en présence du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des membres du gouvernement ainsi que de l'ensemble des députés. Ouvrant cette séance, le président du Parlement a adressé tout d'abord ses salutations aux membres du gouvernement, aux députés, puis procédé à la lecture de l'ordre du jour, lequel portait principalement sur l'examen et l'adoption de 5 projets de loi, à savoir le projet de loi numéro 174 de l'année 2025, 9e législature, portant approbation des comptes financiers du CRIPEN pour l'exercice de l'année 2023. Le projet de loi également numéro 188 de l'année 2025, 9e législature, portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice de l'année 2024. Projet de loi 190 de l'année 2025, 9e législature, portant création d'une chambre des notaires, et projet de loi numéro 191 de l'année 2025, 9e législature, portant approbation des comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, pour l'exercice de l'année 2025. Et projet de loi 193 de l'année 2025, 9e législature, portant approbation des comptes financiers de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, l'ODEPIC, pour l'exercice 2024. Au cours de la séance, plusieurs députés ont interpellé l'exécutif sur les projets de loi inscrits à l'ordre du jour en sollicitant la clarification à la conformité des comptes financiers présentés à la gestion administrative et budgétaire des établissements concernés. Et à cet effet, nous vous proposons donc d'ouvrir la série des interventions avec le mot de bienvenue du président de l'Assemblée nationale, M. Dilleta, Mohamed Dilleta. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette troisième séance publique de la seconde session ordinaire 2025. Le plénière de ce mercredi 10 décembre comporte 5 projets de loi, à savoir le projet de loi 147 AN25 9e législature portant approbation des comptes financiers du CRIPEN pour l'exercice 2023. Deuxième projet de loi 188 AN25 9e législature portant règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2024. Troisième projet de loi numéro 190 AN25 9e législature portant création des chambres de notaires. Quatrième projet de loi 191 AN25 9e législature portant approbation de comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées ANPH pour l'exercice 2024. Cinquième projet, enfin, projet de loi 191 AN 25 9e législature portant approbation des comptes financiers de l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale, ODEPIC, pour l'exercice 2024. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a, à cette occasion de la troisième séance publique de la 9e législature, a prononcé un discours dont voici la teneur. Les projets que nous venons d'adopter
presque à l'unanimité. C'est une première. Donc, cela démontre encore une fois de plus la maturité de nos parlementaires et je pense que la population suit effectivement ces débats et que quand elle constate qu'il y a une convergence des idées, que ce soit du gouvernement ou de l'opposition, c'est une très bonne chose. Voilà, donc je vous remercie encore pour votre soutien. Et à l'issue des délibérations, l'ensemble des projets de loi inscrits à l'ordre du jour ont été soumis au vote de la représentation nationale et adoptés à la majorité. À cet effet, le président de l'Assemblée nationale a prononcé un discours de clôture de la séance. Mesdames et messieurs, à la clôture de la plénière, je tiens à féliciter à votre nom et à mon nom personnel l'ensemble des membres de la commission des finances, de la commission des lois, pour la qualité de leur contribution à la présente séance publique. Pour la seconde moitié du mois de décembre, comme vous le savez, nous avons les projets de budget initial 2026 et le nombre de comptes financiers d'établissement sont à l'ordre du jour. C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que votre présence à l'Assemblée puisse être permanente, surtout pour encadrer les ministères des budgets pour ce travail important pour notre nation. En vous encourageant à renforcer vos efforts, je dirais que on reste à l'Assemblée nationale pour une réunion technique sur le projet de loi type relatif à la mise en œuvre des décisions des organes africains de droits de l'homme. En effet, cette rencontre organisée sous l'égide de la Commission Justice et Droits de l'Homme du Parlement, en collaboration avec l'Assemblée nationale de Djibouti, a réuni des parlementaires panafricains, des experts juridiques ainsi que des représentants institutionnels engagés dans la promotion et la protection des droits fondamentaux en Afrique. Les travaux ont été ouverts par l'honorable Omar Ahmed Ouaes, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, qui a prononcé un discours d'ouverture de cette réunion. La session de travail a porté sur plusieurs thèmes majeurs, notamment la nécessité d'une action multilatérale coordonnée pour assurer la mise en œuvre effective des décisions des organes. Par exprimer au nom du Parlement panafricain et au nom de la Commission de la Justice et des Droits de l'Homme, notre profonde gratitude à votre Excellence, le Président de l'Assemblée nationale de Djibouti, pour avoir si gracieusement accueilli cette importante réunion technique. Nous exprimons notre sincère reconnaissance au gouvernement et au peuple de la République de Djibouti pour leur hospitalité exceptionnelle et l'accueil chaleureux réservé à toutes les délégations. Notre générosité et votre engagement envers la coopération multilatérale africaine ont créé un cadre propice pour que nos travaux avancent avec détermination et unité. Cette réunion technique s'inscrit dans un effort continental qui a été formellement lancé. Celle du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Omar Ahmed Ouaes, qui a prononcé un discours à cette occasion. Monsieur, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant vous à l'occasion de cette rencontre d'une haute importance. Je tiens à exprimer au nom du président de l'Assemblée nationale et de mon nom personnel, au nom de l'Assemblée des parlementaires djiboutiens, au nom de l'ensemble des parlementaires djiboutiens, la joie fraternelle de vous accueillir aujourd'hui au sein de la représentation nationale. En cette journée de célébration internationale des droits de l'homme, notre institution se réjouit d'organiser, en collaboration avec les parlements panafricains, une réunion technique sur le projet de type loi relative à la mise en œuvre des décisions rendues par les organes africains des droits de l'homme. Permettez-moi en premier de souligner la collaboration fructueuse croissante avec le PAP
avec cette 50 assise de la semaine, après la réunion de haut niveau de dimanche dernier, et qui a porté sur les thématiques prépondérantes, le réchauffement climatique. À chaque fois, nos échanges avec la délégation du pape, regroupant les parlementaires et experts, sont profitables au collège des élus de la nation djiboutienne, ainsi qu'aux personnalités conviées qui nous viennent principalement du siège du Parlement. Dans la continuité de ces contributions soutenues par le développement social et économique, Qatar Charity a organisé le lancement du projet dit CAFI pour l'autonomisation économique lors d'une cérémonie officielle organisée à l'Escale International Hotel. La cérémonie s'est déroulée sous le haut patronage de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane, en présence de la chargée des affaires de l'ambassade du Qatar à Djibouti, de l'ambassadeur du Soudan, de la directrice du bureau du Qatar Charity à Djibouti, Mme Gedda Azzaddine, ainsi que des préfets des régions de l'intérieur, des présidents des conseils régionaux, de représentants de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, de l'Agence nationale des personnes handicapées, en plus d'un parterre d'invités. La cérémonie a été marquée par des prestations artistiques, une scénette illustration des formes d'appui apportées par Qatar Charity aux catégories sociales les plus vulnérables. Et dans un mot prononcé à cette occasion, la directrice du bureau du Qatar Charity à Djibouti a souligné l'importance majeure de ce projet qui ouvre, a-t-elle indiqué, de nouvelles perspectives aux familles bénéficiaires. Pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane, a indiqué et salué également les efforts constants de Qatar Charity pour appuyer les initiatives de son département. L'action des femmes est le moteur le plus puissant d'un développement durable. Lorsqu'une femme s'épanouit économiquement, c'est toute sa famille, son quartier et la nation entière qui en bénéficient. Le chemin vers l'égalité réelle passe par l'accès aux ressources, aux compétences et aux opportunités. Ce projet, aujourd'hui initié par Qatar Charity, précisément fournit 3 piliers essentiels aux femmes djiboutiennes, en particulier celles en situation de vulnérabilité. Grâce au soutien permanent et durable de Qatar Charity auprès de nos politiques publiques concernant le développement et l'autonomisation des femmes à Djibouti, je voudrais remercier chaleureusement et avec la plus grande confiance l'ensemble des donateurs, des personnes qui investissent dans cette institution et qui permettent à cette institution d'agir sur tout le pays aux côtés de nos responsables politiques, aux côtés de nos responsables de la société civile et aux côtés de nos populations pour essayer de répondre aux besoins quotidiens de nos familles. Ce programme sera mené avec vous et nous allons essayer de mettre en œuvre les actions concrètes, ciblées, telles que les formations professionnelles dans les secteurs porteurs, l'accès au financement et au microcrédit et le développement des petites entreprises, la création des réseaux de solidarité et de mentorat pour assurer un accompagnement durable. L'autonomisation économique des femmes est une nécessité sociale et une intelligence économique et un impératif moral pour la politique du président de la République, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh. Je ne saurais omettre l'engagement de la première dame, Mme Khadra Mohamed, aux côtés de l'ensemble des femmes djiboutiennes, pour leur donner toujours espoir, pour qu'elles aillent de l'avant et qu'elles fassent un travail considérable pour le développement économique de notre nation.
Ensuite, cette cérémonie se conclut par la remise d'équipements, de projets de financement, principalement des étals de fruits et légumes, ainsi que des machines à coudre aux familles bénéficiaires afin de leur permettre de démarrer immédiatement leur activité génératrice de revenus. Il convient de souligner que ce projet devrait permettre aux femmes concernées de disposer de revenus réguliers et d'enregistrer une amélioration tangible de leurs conditions de vie. À ce propos, la ministre a encouragé les femmes bénéficiaires à tirer pleinement parti de ces outils, à perfectionner également leurs compétences dans la gestion de petites entreprises. Dans le reste de l'actualité, il y a un conseil d'affaires djibouto-saoudien qui s'est tenu hier au Kempinski en marge de la 7e session de la commission mixte entre les deux pays. Cette rencontre de haut niveau a réuni des responsables gouvernementaux, des institutions économiques majeures ainsi qu'un large éventail d'hommes et de femmes d'affaires des deux pays. La session a été ouverte en présence du ministre djiboutien du Commerce et du Tourisme, du président de la Chambre de commerce de Djibouti, du président de l'Autorité des ports et des zones franches, du secrétaire général du ministère du Transport du Royaume d'Arabie Saoudite ainsi que du chef du parti saoudien du Conseil, mais aussi des ambassadeurs des deux pays. Tout au long de cette réunion, les deux parties ont passé en revue l'état actuel de la coopération commerciale et logistique entre Djibouti et Riyad et ont exploré les mécanismes susceptibles de dynamiser davantage les échanges, d'élargir les investissements, de diversifier les secteurs de partenariat entre les deux pays. Quant au président de la Chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussa Dawale, il a souligné que la tenue de ce conseil d'affaires entre Djibouti et Riyad illustre la solidarité des relations économiques entre les deux pays. Ce marché unique regroupe plus de 1,2 milliard de consommateurs et un PIB combiné de plus de 3 000 milliards de dollars, offre aux entreprises saoudiennes et djiboutiennes une opportunité exceptionnelle. Exporter leurs produits et services sans barrières tarifaires majeures, s'implanter dans des chaînes de valeur régionales en pleine expansion, profiter d'un environnement réglementaire harmonisé qui réduit les coûts et facilite les échanges. Djibouti est une position stratégique avec ses infrastructures modernes, qu'elles soient portuaires et télécommunications, mais peut devenir aussi demain une très grande et tirer profit de ces infrastructures, des zones franches, des plateformes multimodales, d'entrepôts, de hubs régionaux. Les énergies renouvelables, la technologie, la nouvelle technologie, les projets solaires, câbles sous-marins et centres de données pour soutenir la transformation. Et quant au ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Ouarsam Hadiri, il a parlé de chiffres 1,8 milliard de dollars portant sur l'augmentation du volume d'échanges commerciaux qui a atteint l'année 2024. La tenue de cette commission s'inscrit dans la continuité de l'accord général de coopération signé en 2021 entre nos deux gouvernements. Elle représente une étape cruciale dans le renforcement de notre partenariat bilatéral et démontre notre volonté partagée de consolider les acquis tout en œuvrant pour de nouvelles perspectives. Ce cadre de travail privilégié nous offre l'occasion de faire le point sur les progrès réalisés, notamment ceux ici de la 6e commission mixte tenue à Riyad le 17 et le 18 novembre 2024, d'identifier en toute transparence les défis susceptibles à ralentir notre élan commun, afin de définir ensemble une feuille de route ambitieuse et réaliste pour les années à venir. En ce sens, je suis confiant que les travaux des différents comités techniques sectoriels de la journée d'hier ont abouti
à des recommandations tangibles dans les domaines concernés, comme le commerce, le tourisme, l'artisanat, les normes, les investissements et les infrastructures, l'énergie, ainsi que le renforcement des capacités institutionnelles. Mesdames et messieurs, je tiens à exprimer ma satisfaction quant au rôle dynamique et constructif joué par les royaumes de l'Arabie saoudite dans la région, ainsi que pour son appui permanent. La République de Djibouti se félicite de l'adoption par l'UNESCO de l'inscription de la ZAFA dans le mariage traditionnel sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Comité intergouvernemental, patrimoine culturel immatériel, et j'ai l'honneur de m'exprimer au nom de la République de Djibouti, ainsi qu'au nom des pays arabes avec qui nous partageons ces valeurs culturelles immatérielles et qui sont les Comores, les Émirats arabes unis, l'Irak, la Jordanie, la Mauritanie et la Somalie. Permettez-moi tout d'abord d'exprimer notre profonde gratitude à la République de l'Inde, pays hôte de cette session, pour l'accueil chaleureux, l'organisation exemplaire et l'hospitalité dont nous bénéficions ici à New Delhi. Nous saluons également la sagesse et le leadership de son Excellence M. Vishal Sharma, président de cette session. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est avec une profonde émotion que nous accueillons la décision du comité d'inscrire la ZAFA dans le mariage traditionnel sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette inscription reconnaît un rituel profondément ancré dans nos sociétés, une procession joyeuse, faite de musique, de danse, de chants, de symboles protecteurs, de valeurs partagées et de rassemblements communautaires. La ZAFA, mesdames et messieurs, constitue un moment privilégié de cohésion sociale, d'égalité du genre, de transmission intergénérationnelle, d'expression artistique et de solidarité. Par ailleurs, nous saluons la coopération multinationale qui a réuni nos pays arabes frères. Cette entreprise collective illustre parfaitement l'esprit et la portée de la Convention de 2003, la force de la solidarité culturelle et la conviction partagée que c'est dans l'unité dont nos traditions trouvent leur plus éclatant rayonnement. Nous exprimons notre profonde gratitude à l'UNESCO ainsi qu'à l'ALESCO, dont l'accompagnement constant a été déterminant dans la préparation d'un dossier rigoureux et fidèle aux voix des communautés. Nos remerciements s'adressent également à l'organe d'évaluation dont la rigueur méthodologique, la constance et l'expertise ont permis d'accompagner avec discernement nos démarches. Nous saluons avec reconnaissance ces conseils éclairés qui ont contribué à élever la qualité de nos dossiers et à en garantir la pertinence. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de rappeler l'importance particulière que revêt pour nous cette tradition, notamment à travers sa forme en langue afar, la Ibna Urubi, signifiant le cortège nuptial. Ce rituel constitue l'un des piliers du rite matrimonial traditionnel, marquant le passage solennel au cours duquel les nouveaux époux, entourés de leur famille, scellent l'union sacrée, garante de la continuité de la société. C'était donc l'intervention de notre ambassadeur en Inde lors de l'adoption par l'UNESCO de la ZAFA au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Retour à Djibouti où le ministère de la Justice et des Affaires pénitentiaires, en collaboration avec le comité interministériel chargé de la rédaction des rapports périodiques de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH a organisé ce jour un atelier national de revue à mi-parcours sur la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel dans le cadre du suivi des engagements pris par la République de Djibouti devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cet atelier avait pour objectif d'évaluer l'état d'exécution des recommandations acceptées par Djibouti, de mettre également en lumière les progrès accomplis, identifier les persistants ainsi que de définir des pistes d'accélération renforçant par la même occasion le dialogue entre les institutions publiques, la société civile, les partenaires et en consolidant les dynamiques de recevabilité et de transparence. Bien
et qui a été encore une fois de plus fortement réaffirmée lors du récent sommet Union européenne-Union africaine où le président Ismaïla Omar Guelleh a eu une intervention très forte. Pour nous, la CNDH, bien sûr, est un partenaire depuis déjà de longue date. À partir du 25 novembre jusqu'au 10 décembre, c'est ce qu'on appelle aussi les 16 jours d'activisme. Le 25 novembre qui est la journée de la lutte contre les violences à l'égard des femmes et jusqu'au 10 qui est la journée des droits de l'homme. Donc ce n'est pas par hasard. Et justement, ce que je voudrais dire, c'est l'importance qu'un tel comité puisse avoir justement dans le suivi, parce que dans ça, il y a mise en œuvre. Et dans mise en œuvre, bien sûr, il y a toute une série d'actions à entreprendre. Suivant cette fois ces deux interventions, celle de la conseillère juridique suivie du discours du président de la CNDH. L'examen périodique universel constitue pour notre pays un exercice essentiel de transparence, de dialogue, de renforcement de nos politiques publiques en matière de droits de l'homme. Depuis le lancement du premier cycle de l'EPI en 2008 et dès sa première participation en 2009, la République du Djibouti n'a manqué aucun rendez-vous. Un premier rendez-vous en 2009, un second en 2013, un troisième en 2018 et un en cours en 2024, dont nous faisons la revue à mi-parcours. Nous réaffirmons donc ainsi la volonté constante d'honorer les engagements devant le Conseil des droits de l'homme et de progresser de façon continue dans la mise en œuvre des recommandations faites à l'endroit du gouvernement de Djibouti. Au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est pour nous un avantage de tous les jours. L'examen périodique universel, sera bientôt le 4e cycle auquel nous avons participé récemment avec des collègues parlementaires, avec des amis parlementaires à Genève. Et il y a une prise de conscience de plus en plus élargie par rapport à une participation beaucoup plus inclusive quant à la rédaction et à la présentation des rapports devant les conseils des droits de l'homme à Genève. Au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme, nous faisons un rapport chaque année. Et chaque année, lorsque nous faisons les rapports sur la situation des droits de l'homme à Djibouti, il nous est toujours ardu de recevoir les informations les plus actualisées au niveau de l'ensemble des départements, institutions et autres départements des publics. Donc, la création aujourd'hui, la mise en place d'un mécanisme plus ou moins formel, carrément formel, à travers la nomination des points focaux permettra à la Commission nationale des droits de l'homme et bien sûr, in fine, au comité interministériel de mieux faire le travail des reportages. Le secrétaire général au ministère de la Justice s'est également exprimé, suivant un extrait de son intervention. Mesdames et messieurs, comme j'ai déjà dit, les recommandations et les autres documents pertinents des Nations Unies inspirent et encadrent nos actions pour améliorer les droits et les conditions de vie des populations les plus vulnérables vivant dans notre pays, qu'elles soient citoyennes ou étrangères. Les droits sont inhérents à la personne humaine et ne distingue point la nationalité, la race ou toute autre distinction. Quelques-unes des recommandations qui ont d'ores et déjà eu des réponses favorables, une concrétisation, sont le renforcement de la lutte contre les mutilations génitales féminines et les autres pratiques qui sont désormais interdites par la Constitution dans son écriture du 6 novembre 2025, la question du handicap qui a été élevée au rang de priorité nationale avec la création d'un fonds de soutien aux personnes handicapées, le renforcement de l'éducation des personnes à besoins spéciaux, ainsi que leur accès à l'emploi dans les mêmes conditions que le reste de la population.
Dans le cadre des séjours d'activisme, cette campagne de lutte contre la violence faite aux femmes et aux jeunes filles dans la région d'Ali Sabié, eh bien, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en partenariat avec l'Union européenne, le CGC, a organisé une importante tournée de sensibilisation dédiée à la lutte contre les violences basées sur le genre. La cérémonie présidée par la première préfète adjointe de la région, Mme Saïda Wabari, a rassemblé de nombreuses personnalités et actrices engagées. À l'issue de la cérémonie, la délégation s'est rendue au bureau d'écoute de l'UNFD d'Ali Sabié, un espace dédié à l'accueil, l'accompagnement, l'orientation aux familles victimes de violences. Cette visite a permis de saluer le travail de proximité mené quotidiennement par l'équipe locale, de réaffirmer l'importance de ces services dans la protection et la prise en charge des victimes. Deux interventions, cette fois celle de la secrétaire générale adjointe de l'UNFD. Qui a été détaillé ici par Mariam, a bien réellement expliqué toutes les activités de l'UNFD et tout ce que l'engagement de l'UNFD a fait avec ses partenaires. Ici, comme vous le voyez, nous avons les partenaires qui sont avec nous et qui travaillent avec nous dans ce cadre de FJBV et MGF aussi. Elle fait partie de FJBV. Comme nous sommes dans le cadre de campagne de 16 jours d'activisme, c'est vraiment un immense plaisir pour moi de participer à cet atelier ou cette rencontre avec l'ambassadrice de l'Union européenne. Vraiment, c'est un joie pour moi. Et nous continuons le combat parce que si je parle un peu de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, ce n'est pas maintenant qu'elle a débuté de lutter ce combat. C'était un combat de très longue haleine qui a daté depuis les années 80. Et comme vous le savez, l'UNFD était pionnière. C'était l'institution pionnière qui a commencé vraiment à oser dire « Stop MGF ». Et nous vous invitons cette fois à suivre donc la prise de parole, tout d'abord de l'ambassadrice de l'Union européenne à Djibouti, suivie de la préfète de la région d'Ali Sabié. Les droits priment dans l'égalité des genres. Je suis aussi très heureuse d'être ici pendant la campagne de 16 jours d'activisme, puisque c'est un moment important pour toutes les femmes de partout dans le monde. Ça doit être aussi pour les hommes, bien sûr, puisque ça rappelle que malgré beaucoup d'efforts, et on discute de ceci depuis plus de 30 ans maintenant, la question de la violence basée sur le genre, elle continue d'être un problème. Et surtout, on voit avec le thème de cette année, le cyberharcèlement. Les dames de Ali Sabié, que les dames de Assadjo, c'est des dames vraiment impliquées, c'est des dames dynamiques et c'est des dames qui vont vraiment faire tout le nécessaire, mais le maximum également. Et il y a aussi la bonne relation avec l'administration, les autorités locales, avec les orales, avec les chefs coutumiers. Pour le thème d'aujourd'hui, de cyberharcèlement, hein, c'est une forme de violence, mais peut-être pas très connue. Les progrès et la technologie ne ramènent pas que des bonnes choses. Il y a aussi tout ce qui est négatif qui s'ensuit, mais les femmes vont faire tout ce qui est sensibilisation pour faire vraiment attention à tout ce qui est réseaux sociaux. Et dans l'actualité internationale, nous allons parler d'un joyau historique en ruine à Gaza. Au cœur de la guerre qui ravage la bande de Gaza, les destructions ne se limitent plus aux infrastructures et aux habitations. L'héritage culturel de la ville subit également de lourdes pertes illustrées par la destruction massive du palais Al-Bacha, l'un des sites historiques les plus emblématiques de la ville, frappé directement et transformé en décombres. Érigé à l'époque mamelouké, le palais Al-Bacha servit pendant des siècles de résidence aux gouverneurs, aux autorités locales, avant d'être restauré puis converti en musée abritant des pièces archéologiques rares racontant les différentes civilisations passées de la ville. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.